Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productiview. Bonjour à tous et bonjour à toi. Bonjour Laurent. Alors c'est notre épisode mensuel en duo, comme on l'avait annoncé il y a quelques semaines maintenant. Alors on va parler aujourd'hui, après avoir parlé la dernière fois du pouvoir de l'écoute, aujourd'hui on va parler du pouvoir du questionnement. Alors je te laisse commencer Laurent avec une belle définition. Ah voilà, tu me connais bien, tu sais Ah que ça, je j'aime commence, je j'aime commence. bien démarrer par les définitions. Alors effectivement, quand on va voir dans l'ami Larousse, qui est devenu mon ami depuis pas mal de temps, en fait, quand on regarde la question, on a, alors je le lis pour être très précis, parce que je ne voudrais pas trahir Larousse, demande faite pour obtenir une information, vérifier des connaissances. Alors moi j'aime bien avec les définitions, est-ce qu'on peut les tordre un petit peu quand même aussi? Vérifier des connaissances, moi j'aime bien pourquoi pas faire des connaissances, faire connaissance. J'aime bien l'idée. Et il y a une deuxième définition qui est sujet à examiner et à discuter. Effectivement, une question, par exemple la question du chômage, la question du climat, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend le mot sujet à examiner, on peut l'entendre aussi dans le sens d'individu. Mmh. Et du coup, ça sous-entendrait une question pourrait permettre d'examiner ou discuter un sujet qui serait un individu. Donc, je trouve que c'est pas mal comme démarrage à chaque fois. Ça ouvre bien le sujet, ces définitions. Ah ouais, puis alors je trouve, en plus la première partie là où tu as dit, «faire connaissance», je trouve que ça se relie tout à fait à une chose que j'aime beaucoup, dans, tu sais les 7 habitudes, des gens, qui non, c'est «Comment vous faire des amis». Ah Comment oui, vous faire des amis, je ne sais pas si tu te souviens dans ce livre, à un moment il explique l'auteur qu'il a passé une soirée avec, des gens qu'il connaissait absolument pas, qu'il a ouvert, 4 fois la bouche dans la soirée et que malgré tout les gens, ont parlé de lui, mais franchement de façon dithyrambique comme étant un homme exceptionnel. Parce qu'en en fait, il avait beaucoup écouté et il les avait questionnés sur le sujet que la personne était en train d'expliquer. Il avait cherché à mieux les connaître et c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'études sur les questions, c'est que quand on se donne la peine de questionner, etc., on a tendance à se faire plus d'amis et à être beaucoup plus perçu comme étant quelqu'un de très convivial, alors qu'en fait, la plupart du temps, on parle très peu, on fait juste parler l'autre. C'est ça, je trouve ça super drôle. c'est exactement ça. Et du coup, comme tu l'as dit en intro, c'est exactement le lien entre le questionnement et l'écoute. Par définition, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mmh, mmh, Si mmh, on mmh, pose, mmh. si on pose une Ouais. question mais qu'on n'écoute pas la réponse, bah en fait, on pose pas une question en réalité. Donc, Mmh. on a beau avoir les mots qui sortent de la bouche avec un point d'interrogation à la fin, si on n'écoute pas réellement, et on va pas revenir sur le sujet, mais ça sert à rien de poser la question. Et Ouais. Je du suis bien coup, d'accord avec toi et si je peux compléter ta petite définition, parce que moi j'en ai trouvé une qui était un peu plus tournée management et utilisation dans le monde professionnel, parce que c'est un peu notre sujet. J'ai trouvé ça dans un vieux numéro de la revue Harvard Business Review, que j'aime beaucoup, qui dit que c'est un outil exceptionnel, donc je suis en train de lire, hein, et en même temps, excusez-moi, un outil exceptionnellement puissant qui permet de dégager de la valeur au sein des organisations. Ça stimule l'apprentissage, donc on retrouve exactement ta définition, l'échange d'idées, ça nourrit l'innovation et l'amélioration de la performance et développe l'entente et la confiance parmi les coéquipiers. Pas pas, mal. pas mieux. En fait, on peut même complètement la sortir du contexte managérial. Ah oui, Tu peux oui, tout à l'amener dans le fait. contexte d'une association, tu peux l'amener dans n'importe quel contexte. En fait, elle est valable aussi complètement, cette définition. Mm, Euh, mm, J'aime beaucoup l'idée d'apprentissage. Euh, En fait, on en parlait à l'instant, il y a une base qui va être commune en fait entre l'écoute et le questionnement. Et cette base, en fait, ce sont les ou la, parce qu'il y a des petites variations dedans, posture, attitude. mm. Et en fait, j'ai coutume de dire qu'en fait, pour l'écoute ou le questionnement, il y a deux postures qui sont essentielles à avoir. C'est véritablement la première qui est la posture d'ouverture, et la deuxième, et on en avait parlé là, il y a un vrai lien avec l'écoute la dernière fois, la posture d'apprenant. Donc ce qu'on Oui. appelle en coaching la posture basse. Ce que Mhm. tu disais avec la personne qui a dit j'ai ouvert 4 fois la bouche dans la soirée, j'ai fait que poser des questions. Et on m'a trouvé génial. Bah, je refais un petit lien avec l'écoute de la dernière fois, avec William Ury qui disait tout le monde veut être entendu.
Tout le monde veut parler de lui. Les gens aiment parler d'eux. Et quand on s'intéresse à ce qu'ils font, au sujet qui les passionne, bah, ils nous trouvent sympas. Donc là, évidemment, c'est le côté amical, pourquoi pas amoureux d'ailleurs. On ne sait jamais, l'un peut déboucher sur l'autre. Il y a pas de voilà. Mais en fait, finalement, c'est qu'une relation humaine. Et en fait, c'est pour ça que je me pose toujours la question quand les gens me disent, mais est-ce que vous apprenez aux gens à questionner dans vos formations, dans vos coachings, etc. Oui, mais pas en premier. Pas en premier. Jamais. Parce que ça répond toujours aux mêmes questions. Pourquoi mettre du comment si d'abord on ne sait pas pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est tout à fait en ligne avec ça. Et tu dis, c'est assez drôle que tu parles de est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a des métiers où on apprend à questionner. Un avocat, il apprend, un journaliste, il apprend à questionner. En tant que manager, on ne nous apprend pas forcément à questionner. Tout à fait. On l'apprend en tant que coach. Le type de questionnement dans le coaching, évidemment, est extrêmement important. C'est un petit peu l'outil de base, comme tu le dis, effectivement. Dans le management, on le voit dans certaines formations, attention, mais on ne sort pas de l'école avec des sujets sur le questionnement, avec les types de questions, comment faire, etc. Alors que dans tout métier, et principalement dans tout ce qui induit des relations humaines, savoir questionner, ça aide un petit peu. J'ai envie de dire, au-delà même de dans tout métier, il y a dans la vie, quoi. Tu l'as dit, dans les relations humaines. Et les relations humaines, c'est la vie. L'humain est un animal social. Donc, par définition, on va avoir tout le temps à avoir des relations avec les gens. Et en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on a la posture qui va bien, on va être dans un questionnement qui va être un questionnement avec une intention. Je m'explique. Un avocat, parce que je reprends tes exemples, tu as dit un avocat, un médecin, un journaliste, j'ai pris un journaliste. Et puis... Moi, je vais même aller jusqu'à un enquêteur de police. Tous les trois, ils ont bien évidemment besoin d'avoir plus que des notions d'ailleurs, des véritables connaissances, compétences techniques sur le questionnement. C'est obligatoire. Par contre, attention, il y a le contexte, et 2, l'attitude. Je donne un exemple tout bête. Vous allez probablement, je vais accepter d'ailleurs d'aller chez mon médecin et qui me questionne, qui me fasse véritablement un interrogatoire de santé, un questionnaire de santé. Mais parce qu'il y a un contexte, parce qu'il a l'attitude, il a la posture et qu'il est légitime dans cette posture. Et qu'il y a une confidentialité en plus derrière. Un cadre, un contexte. Tu as totalement raison de le rappeler, un véritable cadre. Maintenant, imaginons que je parle avec, je sais pas, quelqu'un que je rencontre dans une soirée, pour prendre ton exemple. Le type vient me poser des questions sur ma dernière coloscopie pour faire vraiment... je suis pas sûr que je vais lui répondre, quoi, tu vois. Ça ressemble plus vraiment pas à un interrogatoire. Coupera au montage. Ça ressemble plus à un interrogatoire, du coup, que véritablement à du questionnement. Et c'est là où, même si on pose exactement la même question avec exactement les mêmes mots, eh bien, l'attitude et le contexte, mais surtout l'attitude, sont cruciales, totalement cruciales, parce que elle peut être perçue extrêmement bien et donner envie de répondre et sentir qu'on a de l'intérêt pour nous, et elle peut être perçue comme véritablement intrusive et même presque agressive. Donc l'attitude avant la technique. Ouais, et au-delà de l'attitude, parce que tu parlais tout à l'heure des questions, donc une question posée par un médecin et puis posée par un parfait inconnu, si c'est la même question, c'est pas juste une histoire de contexte, parce que peut-être que à ce monsieur que tu rencontres dans cette soirée, tu vas finir par lui parler de ta coloscopie, pour reprendre ton exemple, mais parce que c'est venu naturellement dans la conversation, parce qu'on a posé des questions ouvertes, parce qu'on a rebondi, parce que, etc., et puis qu'on en arrive là. Bon, c'est un peu dommage en une soirée, mais enfin, pourquoi pas. Alors que si on pose exactement les mêmes questions qui vont être très précises, très souvent fermées en plus comme le médecin fait, en général, on lui répond oui, non, vous avez mal là, voilà. C'est un autre type de questionnement qui, dans ce contexte, est accepté, mais dans un autre contexte, ça passe beaucoup moins bien parce que c'est des questions très fermées, qui ne laissent pas la réflexion. Et puis, voilà, c'est aussi le style de la question. Exactement. Et au-delà du style de la question, j'ai envie de dire, ce style va découler de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'un médecin
lui, il va avoir une logique, c'est de dire je fais un diagnostic. Alors l'exemple du médecin est parfait. C'est-à-dire qu'il va travailler comme ça. Il va travailler en entonnoir. C'est-à-dire qu'il va poser des questions d'abord générales, puis ensuite il va aller chercher une piste, il va dire oui, non. Ah bah non. Bon, alors il va aller chercher une autre piste. Et en fait, au fur et à mesure, il va affiner. Au départ, il part avec l'éventail global de toutes les maladies, de toutes les infections possibles. Puis après, au fur et à mesure, il resserre. Puis à la fin, techniquement, il est censé, avec l'aide d'analyse, etc. Mais bon, bref, il est censé trouver exactement le truc qui reste, qui est que celui-là qui est possible. Donc son intentionnalité à ce médecin, c'est d'aller vers ça. Oui. C'est un type de questionnement particulier et qu'ils ont appris à mener. On peut discuter longtemps sur l'attitude que parfois certains médecins ont dans la manière qu'ils ont de questionner. Mais c'est un autre débat. C'est un autre sujet. Mais on va dire que quand ils le font bien, c'est à ça qu'ils arrivent, et normalement avec l'accord et l'adhésion du patient. En revanche, dans un contexte professionnel, pour en revenir à notre sujet, on va plutôt au contraire essayer d'être exactement dans le contraire. Ou alors on peut le montrer comme ça si on veut, mais c'est-à-dire qu'on va partir d'un être humain ou d'un sujet, et on va lui poser des questions, mais si on a déjà dans l'intention de le ramener à notre cause, parce que nous, on a décidé qu'il fallait aller par là, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de poser la première question. Donc quand on parle de l'attitude du questionnement, ça sous-entend que soi-même, on sait pourquoi on pose cette question-là et ce qu'on veut obtenir dans cet entretien, mais par chaque question. Ça, c'est difficile, parce que c'est pas naturel, parce qu'on nous l'a pas appris. Mais véritablement, on va se retrouver... J'ai eu une notification en même temps, ça m'a perturbé. Ça m'a crevé le tympan en passant. Ah pardon, désolé. C'est pas grave. Je vais éteindre tout de suite, regarde, comme ça on va être tranquille. Il n'y aura plus la bêtise de fait, je vous prie de m'excuser, voilà. Je vérifie en même temps que les miennes sont bien coupées. Et voilà, parce que sinon... Et du coup, je reprends. Cette posture, cette intention qu'on a quand on a un entretien, quand on pose des questions, si elle est d'orienter les gens, c'est pas la peine. Une question qui est orientée, on n'a pas envie d'y répondre. Parce que, en fait, tu as déjà ta réponse. C'est les questions inductives qu'on doit fuir en tant que coach qui emmènent là où on a envie que ça aille, quoi. C'est complètement ça. Et du coup, si je le dis d'une manière un tout petit peu différente, mais ça va rejoindre exactement la logique de questions inductives, ça va être de dire, mais parce qu'il y a une phrase qu'on utilise beaucoup en ce moment, qui est, et je l'avoue de l'avoir utilisé beaucoup, mais j'en suis revenu, il faut écouter, alors en plus il y a toujours une injonction, il faut écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Alors c'est très bien, c'est un premier pas. Sauf que comprendre, ça veut dire que je veux te faire rentrer, que je veux que ta réponse rentre dans ce que moi je conçois du monde. C'est-à-dire que je veux prendre, je veux que dans ma carte à moi, dans mon monde à moi, ta réponse, je puisse l'entendre. Comprendre, étymologiquement, on est là-dessus. Alors que, il y a peut-être un stade, étape 2, qui serait intéressant à apprendre. Donc pour apprendre, ça veut dire qu'il faut que j'accepte qu'on puisse me répondre quelque chose d'inconnu. Et là, on commence à être plus dans une logique d'ouverture. Mais en tout cas d'ouverture plutôt que de descente en entonnoir. Oui, non, mais j'aime beaucoup cette façon dont tu as exprimé. Et j'ajouterais qu'en plus, en tant que, on va reprendre notre contexte de management, on doit jongler entre plusieurs types de questionnements parce que dans un entretien, par exemple, je sais pas, tu fais un one-to-one avec ton équipier, tu vas avoir différents stades, tu vas avoir des questions pour comprendre le travail qu'il te fait. Parce que là, on est quand même dans un contexte où on est censé comprendre, là, en général. On va aussi lui poser des questions pour pouvoir valoriser ce qu'il a fait. Donc, faire un peu un retour en arrière. On va lui poser des questions pour explorer des suggestions qu'il peut nous faire, je sais pas, une problématique qu'il va nous apporter. On va lui faire des questions pour résumer, pour vérifier qu'on a bien compris. Donc, on a tout un tas d'étapes dans nos relations professionnelles, dans les entretiens qu'on peut avoir, dans les feedbacks, etc.,
qui vont faire qu'on va devoir jongler en fonction de l'étape où on est dans notre entretien, avec différents types de questionnements qui ont des intentions différentes. Ça va être explorer, résumer, convenir, s'accorder, faire un plan d'action, etc. Donc, on a à un moment aussi l'intention qui change et charge à nous aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, que notre intention soit, j'aurais tendance à dire neutre, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas la biaiser, de ne pas se raccrocher à des choses qu'on sait forcément ou qu'on croit connaître, pour laisser vraiment la parole à l'autre et la possibilité de vraiment s'exprimer. Complètement. Et je rebondis sur ta dernière phrase, la possibilité de s'exprimer. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Parce que la possibilité de s'exprimer, ça sous-entend une chose dont on a parlé, qui est le silence. Je donne un exemple. Imaginons que pour une des questions, je vais être dans une logique de dire je vais apprendre. C'est-à-dire, je suis même plus dans la compréhension, je vais aller au-delà, c'est-à-dire que je vais apprendre pourquoi toi, humain qui est en face de moi, tu envisages cela d'une manière que pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vais aller creuser. Et donc, je vais poser des questions du curiosité. Style. Exactement. Donc, soit là, à ce moment-là, j'ai véritablement, en tant que manager, surtout, deux choix. Soit, non, ça correspond pas à ma vision du monde, ce que tu me dis, je comprends pas, donc t'as tort. Je caricature, mais pas tant que ça. malheureusement. Et on va avoir aussi, et je vais avoir la possibilité aussi de dire, ok, là, il y a véritablement quelque chose d'inconnu. Alors, l'inconnu a tendance à faire peur. Mais c'est en allant vers l'inconnu qu'on a de l'innovation, c'est en allant vers l'inconnu qu'on a des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé, et c'est en allant vers l'inconnu, et qu'on peut aussi entendre dans le sens de l'individu inconnu, que l'on va avoir de la nouveauté et des nouvelles solutions. Mais pour ça, il faut que je sache me taire, il faut que je sache faire le silence. Et j'en viens là-dessus, c'est que lorsque je vais demander à quelqu'un, tiens, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce qui, du coup, toi, dans ta carte du monde, dans ta vision du monde, qu'est-ce qui te fait penser ça ? Sur quoi tu te bases pour penser ça ? Là, si je ne me tais pas suffisamment longtemps, il faut quand même que je lui laisse le temps de réfléchir à la personne qui est en face de moi. Je lui pose pas des questions qui sont simples, c'est des questions ouvertes. Donc ça sous-entend qu'il faut qu'il aille y réfléchir. Ensuite, il faut qu'il ordonne sa pensée et qu'il me fasse une réponse. Complètement. Et en plus, quand tu poses cette question-là, qu'est-ce qui te fait penser ça ? C'est ce qu'on appelle les questions relais, qui permettent à la personne à qui on la pose d'aller plus en profondeur dans sa réflexion, de rassembler un peu ses idées, voire de se dire, oui, effectivement, parce que parfois on dit des choses qu'on a dans notre esprit sans avoir vraiment pensé à comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion. Donc, comme tu le dis, lui laisser le temps de mouliner un petit peu, surtout si, comme moi, il est blond, il faut quand même que voilà, ça pédale là-haut. C'est dur avec toi-même, voyons. Donc voilà, donc il faut penser, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait sans arrêt des questions du tac au tac. C'est-à-dire, si on veut une question rapide, c'est un oui-non, une question fermée, oui-non, blanc-noir, voilà, on ne se pose pas. Mais là, on est dans un cadre qui peut arriver en tant que manager, on peut avoir aussi des questions fermées à poser. Mais si on veut vraiment aller plus loin dans la réflexion, effectivement, ça demande réflexion. Et une réflexion, c'est rarement une chose qui est instantanée, tout de suite maintenant, qui peut demander à ce qu'on y revienne plus tard, qui peut demander aussi à ce qu'on aille récupérer des éléments complémentaires. Enfin, voilà, on n'est pas dans forcément une immédiateté. Exactement. Et tu as dit effectivement, tu vois, moi je considère que si on repart de cette phrase écouter pour comprendre, pas pour répondre, c'est l'étape 1, effectivement. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. J'écoute pour comprendre, pas pour répondre. C'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que j'écoute pas pour juger et j'écoute pas pour avoir raison. Déjà, j'écoute pour comprendre. Étape 1, bien. Étape 2, j'écoute plus pour comprendre, j'écoute pour apprendre. Étape 2, apprentissage, inconnu, j'ouvre mon champ des possibles, j'ouvre mes horizons. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un truc génial. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme on dit chez moi. J'avais un boss qui disait, tu sais, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. J'aimais beaucoup cette phrase. Je l'ai entendue aussi, celle-là, tout à fait. Je te parlais tout à l'heure, d'un article de HBR. Le même article disait une phrase très jolie
qui disait que la source de toutes les questions, c'est l'émerveillement et la curiosité et une capacité de ravissement. Ah, Pas mal, effectivement, hein. effectivement, Un effectivement. petit peu poétique, mais c'est vrai que sans cette Oui. curiosité, sans cette envie d'apprendre, comme tu le disais tout à l'heure, si on reste sur ses acquis en disant non mais c'est bon, je sais tout, on pose 2 questions, on repart et puis Alors, souvent, je peux faire erreur, mais de ce que j'ai pu en constater lorsque je coach des managers ou que je forme des managers, c'est pas tant de se dire je sais ou je sais tout, mmh, c'est pas tant cette idée, c'est souvent il y a deux possibilités. La première, c'est je pense que j'ai besoin de savoir face à mon collaborateur qui est hiérarchiquement en dessous de moi. Il peut y avoir un mmh peu de ça, une petite partie d'ego. Et il peut y avoir aussi une partie qui va être avoir raison. Et là, et donc on est presque dans le jugement en fait. C'est j'ai raison, t'as tort. Et en fait, quand on est là-dedans, on est dans l'argumentation, on n'est plus du tout dans le questionnement. Ah bah, c'est clair. Donc là, on est dans l'écoute pour répondre du coup. Mmh. Donc, répondre, bah non, comprendre. Comprendre, étape 2, apprendre. Et étape 3, tu l'as super bien dit tout à l'heure, et je vais juste le dire différemment, véritablement, à permettre à l'autre d'apprendre par lui-même sur lui-même. C'est-à-dire le faire constater lui-même pourquoi il pense ça, pourquoi il dit ça, qu'est-ce qui l'amène à, mais pas pour remettre en cause volontairement avec une intention, on y revient, négative, Mmh. mais véritablement avec une intention de dire, attends, ok, je pense voir ce que tu veux dire et pourquoi tu en arrives là, mais j'aimerais que tu m'expliques quelles sont les bases sur lesquelles tu te fondes, parce que je voudrais... Et là, on a vraiment une discussion, au Mmh. sens premier du terme. Je ne sais pas si tu connais cette petite infographie, c'est un truc, peut-on avoir une discussion? Et Non, en fait, ça, rien du tout. tu sais, c'est avec les trucs oui, non, puis en fonction du oui ou du non, tu vas dans un côté ou dans un autre, dans une autre bulle. À l'époque, on appelait ça logigramme, ça a changé de nom, je crois, Je pense maintenant. que ça s'appelle toujours un logigramme, enfin, Peut-être. ouais. Et il y en a un sur la question de base, c'est peut-on avoir une discussion? Et le premier truc, c'est êtes-vous prêt à changer d'avis? Si tu réponds non, le truc c'était bon, bah laissez tomber, c'est même pas la peine qu'on discute. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et pour en revenir, c'est que on part de 2 sujets, on se pose des questions et l'idée, c'est que à la fin, on ressorte l'un et l'autre grandis et qu'en fait, ça fasse quelque chose de, comme on dit, plus grand que la somme des parties, quoi. C'est, voilà, hein, on crée autre chose, entre 2 positions, 2 opinions, de tout ce qu'on veut et puis on avance ensemble et grâce à ces questions, ce qui lance ensemble il y a pas qu'une seule personne qui pose forcément les questions, hein, ça peut être, des 2 côtés, Ah bah bien sûr, qu'on va poser les questions et qu'on va s'écouter pour faire avancer et pour, mieux comprendre, apprendre et avancer ensemble derrière, ensuite créer des choses ensemble. tout à fait. Le plus grand danger, à mon sens, mais le problème c'est que c'est ce qu'on nous enseigne, tu vas voir où je vais en venir, je pense, c'est de poser des questions pour évaluer. Ça, c'est un travers de notre société qui est horrible. On pense souvent qu'on doit poser des questions pour évaluer. Sauf que, et là on va faire un gros lien avec le management, si je veux évaluer quelqu'un, ça veut dire que je connais déjà la réponse. Mmh. Donc en fait, c'est pas une question. Et qu'est-ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit à l'école? On nous pose des questions dont l'instit connaît déjà la réponse, les profs connaissent déjà la réponse, pour évaluer si nous on a compris. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas comme ça que les philosophes de l'Antiquité, Socrate le tout premier, envisageaient les choses. Lui, il posait des questions pour permettre à ses, alors on appelait ça disciples, mais c'était des disciples volontaires, hein, c'était pas Mmh mh. pas un gourou, hein, c'était le mot disciple au sens premier du terme, et bien il posait des questions typiquement du style, mais sur quelle base tu t'appuies pour pouvoir dire ça? Et ce qu'il faisait, c'est qu'il passait son temps à poser des questions. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus humble que ça? Et il disait, moi je pose des questions. En posant des questions, je m'enrichis de la connaissance que les gens ont sur le sujet qu'ils maîtrisent. Si je ramène ça à un manager,
comment serait-il possible qu'un seul manager ait autant de connaissances qu'une équipe entière? Ce n'est pas possible. Personne n'est omniscient. Personne n'est plus On est intelligent d'accord. que Et cette personne au pourtant, milieu. et pourtant, toi tu le sais très bien, quand on est dans un groupe, quand on veut faire de la délégation dans une équipe, un des premiers freins à la délégation, c'est le manager qui se dit je perds le contrôle parce qu'il y en a un qui doit être meilleur que moi dans l'équipe. Et moi, je me dis, mais heureusement qu'ils sont meilleurs que toi, parce que t'imagines, si tu as 15 personnes et que tu devais faire parfaitement tout ce qu'ils font, mais ce serait ingérable. Tu n'es pas là pour ça. Et on Voilà. n'écoute pas. Dans ce cas-là, on a peur, voilà, on sait pas, donc voilà. Et plutôt que de s'ouvrir les chakras et dire ouais, j'apprends et je laisse les spécialistes m'expliquer, et je les questionne, on veut tout savoir à la place des autres. Bah, en fait, on a peur de l'inconnu. On a peur de dire je sors de ce que je connais. Non, au contraire, parce que c'est quand on sort du connu que justement on élargit son champ de connaissances. Mmh. Plus je vais aller vers ce que je ne connais pas, plus je vais élargir le champ de tout ce que je connais. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun D'accord. autre moyen de le faire. Et la logique du mot apprentissage, véritablement, c'est l'adaptation à quelque chose qui change. Mmh mh. C'est une réaction à quelque chose qui change, à quelque chose qui nous contraint, à quelque chose à quoi on doit faire face. Après, il y a des niveaux d'apprentissage. Je pense que tu connais cette logique-là, toi aussi, en tant que coach. Mais premièrement, c'est ça. Donc, quand je suis face à quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mes capacités intellectuelles personnelles et je dis, voilà, la solution, c'est ça, face à 7-8 personnes de mon équipe. Ou est-ce qu'on a tous quelque chose à résoudre, quelque chose à quoi on fait face et qu'on pose des questions et qu'on est celui, en tant que manager, Mmh. qui va, alors j'aime pas trop libérer les énergies parce que ça fait un peu mystique, mais qui va savoir faire participer chacun au maximum de ses capacités en posant les bonnes questions au bon moment et en cadrant la réunion, les réunions, Mmh. les échanges du coup. Ouais, et tu vois, j'ai un exemple, par rapport à ça. J'ai fait récemment une formation, de formateur du reste, formatrice, qui s'appelle, Training from the back of the room, et une des techniques qu'on nous apprend, donc là, le point, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence collective à fond, à fond, à fond, à fond, et notamment quand on est dans un groupe, plutôt, alors que ça c'est valable quand on est en formation, en position d'enseignant, mais c'est valable quand on est aussi en position de manager, à utiliser vraiment, je vous conseille à tous. Ça s'appelle 3 avant moi, l'exercice. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose une question, il faut qu'il y ait 3 réponses données par les membres de l'équipe Pas mal. avant que le professeur n'intervienne. Voilà. Donc, et on peut faire ça tout à fait dans une équipe de management, quand on est dans une réunion d'équipe où il y a des questions sur un projet, sur un machin, plutôt que de dire chef, c'est quoi la réponse, c'est de se dire voilà, on participe tous, on est dans la même entreprise, on a des compétences complémentaires, etc., etc., avant que ce soit le chef qui tranche ou qui donne son avis, parce que souvent, quand le chef parle derrière, ça se tait, c'est un petit peu quand même comme ça que ça arrive. Même s'il a beau être très bienveillant, en général, après la parole du chef, on ne revient pas trop dessus, malheureusement. Ça dépend qui, ça c'est notre sujet. Et donc, en laissant parler d'autres collaborateurs, on va bien souvent, déjà, on a déjà les 3/4 de la réponse, si ce n'est toute la réponse. Et ce qui montre bien, c'est que au sein de l'équipe, on a déjà plein de réponses, euh, et qu'il n'y a pas que le chef. Voilà, donc c'est très utile. J'ai trouvé, moi, cet exercice, on l'a expérimenté plusieurs fois, et c'est vrai qu'on se rend compte que bien la plupart des cas, en tout cas en période de formation, bah, le formateur, il va rajouter 2-3 petites choses, comme si, des petites fioritures, j'aurais tendance à dire. Alors, parce que généralement, dans le contexte, il y a déjà dans le groupe, pas mal de connaissances, et là, on valorise en plus, quand on fait comme ça en tant que manager, on valorise la compétence qui est dans l'équipe, et du coup, les collaborateurs se disent: «Voilà, je peux parler, je peux m'exprimer, je peux apporter, ma petite pierre à l'édifice, sans être censuré», et cetera. Oui, totalement. Et je vais même aller au-delà encore. C'est que lorsque tu donnes la réponse, tu infantilises les gens. Quand tu te poses une question,
tu favorises l'autonomie. Je favorise l'autonomie. Je pose une question. Je dis à quelqu'un, par exemple, si je reprends ton exemple des 3 avant moi, j'ai un collaborateur qui pose une question. On est dans une réunion, il y a un sujet à traiter. Il pose une question. Voilà, moi, je suis embêté pour faire ci. Comment on peut s'y prendre? Je peux avoir une idée. C'est pas pour autant que j'ai la réponse. On est d'accord. La réponse n'existe pas. Si dans ma tête, je suis en train de me dire non, mais j'ai la solution, j'ai la réponse, c'est que déjà là, souvent, je suis à côté. La plupart du temps, j'ai la réponse. Non, tu as une proposition sur laquelle les gens vont rebondir. La grosse difficulté, c'est qu'en tant que manager, quand on parle en premier, tu l'as dit, bah souvent les autres se taisent. Voilà. Et pire de tout, c'est que bien souvent, vu que les managers n'ont pas été formés, je suis manager, qu'est-ce que je vais poser comme question? Je vais poser une question du type ah bah à ton problème, moi je pense qu'on doit faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est pas une question. Ce que tu veux là, c'est qu'on confirme que ce que tu as dit c'est intelligent. Oui, chef, bien chef. Exactement. Oui chef et pas sur la tête chef s'il vous plaît. Voilà. Donc versus une vraie question. Bon, Michel nous expose tel sujet. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment on pourrait s'y prendre? Quelqu'un a des pistes? Et on bosse ensemble et on travaille. Et la plupart du temps, et c'est là où c'est génial, c'est que quand on pose une question, on s'enrichit aussi soi-même. Parce que quand on va aller chercher des réponses, moi je vais te donner l'exemple, j'ai eu le cas avec un de mes enfants l'autre jour, sur un sujet tout bête, peu importe lequel. J'étais en train de lui dire, parce que j'étais fatigué, enfin ça nous arrive à tous, on a des gosses, mais la logique est exactement la même en management, exactement la même. Non, écoute, tu arrêtes de discuter, tu fais ce que je te dis, je sais, je suis plus grand que toi, et là je me suis vu faire. J'ai dit, je suis en train de faire exactement ce que je déconseille aux gens de faire. Je suis en train d'imposer ma manière de voir le monde à mon gamin, qui par définition n'a pas du tout la même, puisqu'il n'a pas du tout mon âge. Je ne connais pas forcément son problème de la manière, parce que les mots n'expriment pas toujours exactement, n'expriment d'ailleurs que 10% réellement, ce qu'on ressent réellement. Et donc, attends, qu'est-ce que t'en penses toi? Donc, je les questionne et je lui dis, donc, pourquoi tu as ce problème-là, selon toi? Ah, bah, parce que, ok, comment on pourrait le résoudre? Et sa petite sœur est arrivée, elle a dit, bah, pourquoi on ferait pas comme ça? Alors, pour le coup, c'était pas une idée forcément applicable, mais par contre, elle a donné une autre idée à son frère. Et finalement, la solution qu'ils ont trouvée à deux, petit 1, elle était meilleure que la mienne, et petit 2, ils l'avaient trouvée à deux, donc ils étaient super impliqués dedans. C'est ça, parce que voilà, ça c'est l'autre risque dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand tu questionnes pas ou que tu fais des questions ouvertes, fermées, avec je t'ai la solution dedans et puis oui chef, non chef, le groupe, l'équipe ne se sent pas du tout impliquée puisqu'ils n'ont pas participé à l'élaboration de la solution. On leur a donné un truc tout fait, apporté dans un petit paquet cadeau, et puis derrière, ils n'ont rien à faire, ils ne se sentent pas inclus dedans. Tandis que quand on pose la question, là, c'est différent. Et alors, on a parlé d'une équipe, mais quand on est dans un one-to-one, c'est exactement pareil. Quand un collaborateur vient nous voir en nous disant, voilà, j'ai un problème, j'y arrive pas, aide-moi, voilà, avant de faire tout de suite le samaritain, j'arrive et je vais te sauver, on va le questionner, on va essayer de comprendre où est-ce qu'il en est dans son raisonnement, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc., etc. Et on va creuser pour que lui puisse reprendre le contrôle de la situation tout seul, rien qu'avec les réponses qu'il va avoir trouvées à nos questions. Et là, ça va le faire grandir. Et la fois d'après, il connaîtra la technique et il va déjà commencer à beaucoup se questionner avant de venir nous voir. Il reviendra peut-être, mais peut-être avec une question d'un autre niveau, je vais te dire, parce qu'il aura déjà fait tout un travail préliminaire. Les petites questions, il aura trouvé lui-même ses solutions parce qu'il aura pris l'habitude de se questionner. Et comme ça, il va grandir. Ben, tu vois, en fait, c'est exactement les étapes dont je parlais tout à l'heure, tu sais, écouter pour répondre, pour comprendre, pas pour répondre, ensuite pas pour comprendre, mais pour apprendre, et ensuite pour apprendre à l'autre, l'aider l'autre à apprendre lui-même par lui-même. En fait, tous ces niveaux, on pourrait à un moment tracer un trait et dire, bah voilà, écouter pour comprendre, pas pour répondre, on est encore un peu dans le management. Quand on passe à l'étape 2, écouter pour apprendre, on commence à rentrer dans le leadership. Et quand on est à l'étape 3,
et qu'on pose les questions pour que l'autre puisse lui-même trouver les solutions pertinentes et comprendre en lui-même son propre processus et se rendre compte lui-même qu'il est capable de faire. Parce qu'évidemment, quand on dit se connaître soi-même, ça sous-entend aussi que je peux développer la confiance en eux des gens comme ça. C'est se connaître soi-même aussi que commencer à se faire confiance. Et bien là, on est vraiment ancré, on n'est plus dans le management, on est dans le leadership. Et là, on est dans le leader coach même. Oui, oui. Alors après, les termes, mais c'est ça. C'est ça. De toute façon, effectivement, quand on commence à maîtriser vraiment ce questionnement parce qu'on en a l'envie, c'est toujours l'attitude, hein, c'est jamais pas que la technique comme on le disait tout à l'heure. Par définition, on va s'intéresser à des disciplines qui sont proches du coaching. Puisque finalement, le coaching, c'est quoi? C'est faire pour un humain, c'est aider un humain à trouver par lui-même les solutions qui sont les bonnes pour lui-même. Mis dans un contexte professionnel, c'est inciter véritablement les gens à faire de leur mieux, les impliquer, en leur montrant toute l'autonomie qu'ils ont sur leurs actions. Par contre, effectivement, si à contrario, on se retrouve dès qu'il y a quelqu'un qui tente quelque chose, on lui met une grosse bâche en disant non, mais tu t'es trompé, il n'y a pas de droit à l'erreur et tout. Bon, il faut qu'il y ait une cohérence globale. Loin. Il faut qu'il y ait une cohérence globale aussi. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain podcast, écoute. Oui, parce que là, il va falloir quand même qu'on arrête encore notre discussion parce qu'on va être là jusqu'à ce soir, sinon. Donc, encore très, très intéressant. Alors, est-ce qu'on a une petite conclusion là? Le pouvoir du questionnement, on a quand même déjà vu tout ce que ça peut nous apprendre, nous faire échanger, ça peut nourrir l'innovation, on en a parlé un petit peu, ça peut améliorer, ça augmente la confiance. On a quand même, ça fait grandir les gens de son équipe. Pour moi, si on devait le résumer et repartir à la base, je dirais simplement que le pouvoir du questionnement, c'est d'être capable d'aller découvrir l'inconnu. Au sens très global du terme inconnu. Et que c'est ça le vrai pouvoir du questionnement. Pas mal comme conclusion, Monsieur Laurent, merci bien. Monsieur, dis-moi. Eh bien, en tout cas, c'était encore un épisode très, très riche pour cette fois. Comme d'habitude, on n'a pas encore choisi le thème de la prochaine fois, mais je pense que ça va être du même tonneau, comme on dit chez moi, parce que moi, je suis du pays champenois, donc il y a des tonneaux. Je suis d'origine bourguignonne, hein, tu sais, donc c'est peut-être pour ça qu'on s'entend. Voilà. Je me disais bien aussi. Dès qu'il y a des choses avec un petit peu de degré d'alcool, ça rend tout de suite les connexions un peu plus faciles. Laurent, je te remercie beaucoup. On te retrouve dans le mois prochain pour un autre sujet. Merci à tous de nous avoir encore suivis sur cet épisode. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur vos réseaux, sur les LinkedIn, les Facebook, les Twitter, j'en passe, et les meilleurs. Et puis, partager avec toute personne qui pourrait avoir un intérêt à découvrir ce qu'est le questionnement et ce qu'il peut nous apporter. Bon courage à toi, Laurent, à bientôt. Et puis, bye bye à vous tous. Au revoir.